Alors, dans cette vidéo, avant d'aborder la deuxième loi de Newton, on va devoir se rappeler de la première loi de Newton. La première loi de Newton, c'est la loi de l'inertie. On se rappelle qu'on avait dit que s'il n'y avait pas de force qui était appliquée sur un corps ou si toutes les forces s'annulaient, si la force résultante était nulle, l'objet allait garder toujours la même vitesse. Il n'y allait donc avoir aucune accélération. On avait aussi dit que la masse était directement proportionnelle avec l'inertie. Donc, si un objet était 2 fois plus lourd qu'un autre, ben, ça allait prendre 2 fois plus de force pour pouvoir modifier son mouvement. Quand je dis modifier son mouvement, ça veut dire l'accélérer. Donc, 2 fois plus de force pour pouvoir l'accélérer. Et c'est donc à partir de cette dernière conclusion qu'on va découvrir la deuxième loi de Newton. Donc, avec la première loi de Newton, la somme des forces est nulle. Avec la deuxième loi, justement, c'est lorsque la somme des forces n'est pas nulle. Donc, quand on a une force résultante. Ce que Newton dit, c'est que la force résultante va être égale au produit de la masse et de l'accélération de l'objet. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça mathématiquement? Force résultante est égale à masse fois accélération. Donc, la force résultante, vous vous rappelez, c'est quand on additionne toutes les forces ensemble. La masse, bien important ici, la masse de notre objet doit être en kilogrammes. Puis, ben, l'accélération, comme d'habitude, ça va être en mètres secondes au carré. Aussi, il va falloir se rappeler, bon, tu te rappelles que la masse, c'est un scalaire, que l'accélération, c'est un vecteur. Donc, un scalaire fois un vecteur, ça donne encore un vecteur. Ici, il faut comprendre que la force résultante et l'accélération vont donc automatiquement avoir la même orientation. Puis, ben, comme on parle d'accélération, il va falloir revenir à nos formules de cinématique. Bon, là, alors, quand on y réfléchit, ça, c'est un peu bizarre parce que ça veut dire que si j'applique toujours la même force à un objet, cet objet-là va donc toujours accélérer. Donc, tu sais, si je pousse un objet toujours avec la même force, je vais toujours aller de plus en plus vite. Puis c'est un peu contraire à ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Alors, ce qui fait qu'on se trompe, c'est que en réalité, lorsqu'on force, ben, la force qu'on donne à un objet, ce n'est pas nécessairement la force résultante. Souvent, ben, il va falloir tenir compte de la friction et de la résistance de l'air. Mais s'il n'y avait aucune friction, aucune résistance de l'air, ben, si je poussais toujours un objet avec la même force, automatiquement, il y aurait accélération. Je vais te montrer un exemple ici. Alors ici, j'ai un personnage qui va aller pousser une caisse. Ce que je vais faire, je vais réduire la friction à 0 pour que mon bonhomme soit directement sur la glace. On va voir qu'en appliquant une petite force, la force appliquée par mon personnage est égale à la force résultante, puisque le poids et la normale s'annulent. Ici, ce qu'on constate, c'est que la vitesse augmente, donc il y a accélération. Dès que j'arrête de forcer sur la caisse, il n'y a plus accélération, on tombe en inertie. Donc en mouvement rectiligne uniforme. Pour arrêter ça ici, ben, il va falloir que j'applique une force, donc par exemple la friction, et à ce moment-là, ben, la caisse va pouvoir accélérer ou décélérer dans ce cas-ci, et s'arrêter tout simplement. Si mon personnage avait appliqué une plus grande force, ben, on aurait eu tout simplement une plus grande accélération. Alors ici, on va simuler un cas qu'on vit plus dans la vie de tous les jours. Donc, on va pousser la caisse avec la friction. Donc, tu vois ici, il faut que je donne une grande force pour pouvoir déplacer la caisse. Ici, 150 newtons. Parce qu'en fait, la force de friction statique là, était de 126 newtons. Après ça, on tombe en friction cinétique à 94 newtons. Puis là, tu vois, je m'arrange pour que la somme des forces soit nulle. Donc, au départ, hein, j'ai poussé fort, il y a eu accélération. Donc, j'ai changé la vitesse. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit ma force pour que ma force soit égale à la force de friction. Comme mes deux forces étaient égales, ben là, je tombais en mouvement rectiligne uniforme. Donc, tu vois, j'appliquais toujours la même force, mais j'avais pas d'accélération parce que la force résultante était nulle. Donc, il ne faut pas confondre force résultante puis force de poussée. Bon, puis enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple de problème de deuxième loi de Newton avec toi. Donc ici, on tire une boîte préalablement immobile de 10 kg avec une corde faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Nous savons que la force de frottement entre le sol et la boîte est de 15 newtons. En tirant, on réussit à parcourir exactement 150 cm en 2 secondes. Avec quelle force tirons-nous sur la corde? Donc, premièrement, on va faire notre DCL. Donc, on a une première force ici de tension à 30 degrés. Une deuxième force, ben, on a le poids ici, que je vais dessiner en vert. Une troisième force, on nous a dit qu'on avait une friction, fait que je vais dessiner ici en rouge, qui s'oppose au mouvement. Et puis une quatrième force ici, la normale, que j'ai représentée en bleu et qui est toujours perpendiculaire à la surface, donc au sol. Ensuite, on fait notre référentiel. Donc, je vais commencer par l'axe des X. Donc, je vais le faire dans le sens du déplacement, donc vers l'avant ici, vers la droite. Et puis, mon axe des Y, on sait qu'il est toujours perpendiculaire à l'axe des X. Puis que je vais mettre là aussi l'origine comme étant l'origine des forces.
Ensuite de ça, là, ici, il faut se questionner. Est-ce que notre système est à l'équilibre? Ben non, puisqu'on part d'une position immobile, puis on va accélérer. Donc, on sait que on n'est pas au repos. À ce moment-là, quand on n'est pas au repos, il y a donc une force résultante, et puis on sait que la force résultante est égale à la masse fois l'accélération. On a dit tantôt que la force résultante puis l'accélération allaient avoir la même orientation. J'imagine que tu te doutes que l'accélération va avoir lieu sur l'axe des X, hein, va être horizontale puis vers la droite. Donc, on peut penser que la force résultante va aussi être dirigée vers la droite. Ici, j'ai dessiné ma force résultante assez petite puisque ma force de friction avait de l'air quand même assez grande. Puis je vais l'enlever là, pour pas que tu penses que c'est une nouvelle force là, qui s'additionne aux autres. Bon, maintenant, est-ce qu'on est capable de trouver la grandeur de la force résultante, hein, puisqu'on sait que c'est égal à masse fois accélération? Ben, la masse, ça va, je la connais, c'est 10 kg. Par contre, l'accélération, ils ne me l'ont pas donné clairement. Ce que j'ai, par contre, j'ai un déplacement puis j'ai du temps. Donc, peut-être que je serais capable, avec mes formules de cinématique, de trouver l'accélération. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais identifier mes variables. Donc, ici, j'ai mon déplacement, 1,5 m, mon temps, 2 secondes. Je connais aussi ma vitesse initiale qui n'a pas été clairement donnée en chiffres, mais on me dit que l'objet est préalablement immobile. Donc, je présume qu'il allait à 0 m par seconde. Je ne connais pas la vitesse finale, puis je n'ai pas vraiment intérêt à la connaître. Par contre, c'est ce qui m'indique quelle formule prendre. Donc ici, je sais que je vais prendre la formule delta x est égal à VI delta t plus une demi A delta t au carré. Sachant que VI est égal à 0, ma formule devient quand même plus simple. Je peux donc isoler l'accélération ici. Bon, je le fais rapidement parce que je pense que c'est quand même assez bon. Puis je rentre mes chiffres dans la formule pour trouver une accélération de 0,75 m par seconde au carré. Bon, maintenant je connais l'accélération, je connais la masse, donc je peux maintenant connaître la force résultante. Donc ici, 7,50 newtons, c'est ma force résultante. On se rappelle ici là, que l'objectif c'était de trouver la grandeur de T, hein, la force avec laquelle je tirais sur la corde. Bon. Là, T est ni sur l'axe des X ni sur l'axe des Y. On doit choisir, est-ce qu'on travaille en X ou en Y? Bien là, ici en Y, il y a trois forces, le poids, la normale et la tension. Le poids, je le connais. Ben, je peux le connaître. Par contre, la normale et la tension, c'est deux inconnus. Une formule, deux inconnus, c'est pas génial. Je pourrais décider de travailler en X. En X, il y a deux forces. Le frottement, puis la composante en X de la tension que j'ai ici, que je vais appeler TX. Alors, en additionnant TX puis le frottement, alors je les mets bout à bout, on voit qu'il ne s'annule pas complètement. On voit qu'il reste une petite partie ici. Ça va être ma force résultante que j'ai dessinée en mauve, comme tantôt. Si je traduis ce que je viens de dire en langage mathématique, la composante en X de la tension plus le frottement, c'est égal à la force résultante. Mais attention ici, le frottement va dans le sens contraire de l'axe, donc la grandeur qu'on nous a donnée, 15 newtons, sera négative. Alors je vais soustraire les deux grandeurs. Ici, je peux réécrire mon équation d'une autre façon. On voit que la flèche mauve plus la flèche rouge, ça me donne la grandeur de la flèche jaune. Donc, je peux dire que Tx est égal à force résultante plus la force de frottement. Et puis, on connaît justement la grandeur de la force de frottement puis de la force résultante. On a 7,5 newtons puis 15 newtons. Donc, on sait que la composante en X de la tension est de 22,5 newtons. Maintenant, on va utiliser la trigonométrie. Donc, notre composante en X, hein, ça se trouve à être le côté adjacent de notre triangle rectangle qu'on a là. Donc, je vais utiliser la fonction cos, puis je vais trouver que Tx est égal à T cos 30. En isolant le T, je vais donc trouver ici une grandeur de 26 newtons pour la tension dans ma corde. Alors, tu vois que c'est pas mal semblable au problème qu'on a fait jusqu'à maintenant. Cependant, ben, on a une petite étape de plus, là. En fait, deux étapes de plus. Il va falloir, comme déterminer la force résultante, puis deux, souvent utiliser des formules de cinématique pour déterminer l'accélération, ce qui rend le problème quand même un peu plus long, mais pas nécessairement beaucoup plus difficile.